Le mensonge le plus dangereux que vend la spiritualité moderne est que l'équilibre signifie se sentir bien tout le temps, que l'harmonie est l'absence de conflit, que le corps, l'esprit et l'esprit vivant en parfaite union aboutissent à une vie paisible où tout se déroule facilement, sans effort ni inconfort. Elena Petrovna Blavatsky détruirait immédiatement ce fantasme et montrerait une vérité beaucoup plus dure et plus difficile. Le véritable équilibre est une guerre consciente plutôt qu'une guerre inconsciente. Il s'agit de reconnaître les forces opposées qui vous tirent constamment dans des directions contradictoires et de faire des choix délibérés quant aux choses à suivre à chaque instant, plutôt que de se laisser emporter par celui qui crie le plus fort. C'est une tension maintenue, délibérément entre les extrêmes, plutôt que de s'effondrer dans l'un ou l'autre. Le corps veut un plaisir immédiat et éviter la douleur à tout prix. L'esprit veut la sécurité grâce au contrôle et à la prévisibilité. L'esprit veut la transcendance qui nécessite souvent de sacrifier le confort que le corps désire et les certitudes que l'esprit recherche. Et ces trois-là ne sont pas naturellement d'accord et ne peuvent pas non plus être forcés à un accord par des techniques agréables ou des affirmations positives. L'union parfaite ne signifie pas qu'ils cessent de vouloir des choses différentes, cela signifie que vous développez la capacité d'être conscient des trois voies simultanément et de prendre des décisions d'un endroit plus profond que n'importe laquelle d'entre elles, que vous pouvez donner au corps ce dont il a réellement besoin sans devenir l'esclave de tous ses caprices, que vous pouvez utiliser votre esprit comme un outil puissant sans être piégé dans une pensée obsessionnelle, que vous pouvez suivre votre vocation spirituelle sans nier la réalité de vous incarner dans un corps physique avec des besoins légitimes. Et Blavatsky a averti que parvenir à cet équilibre dynamique est le travail le plus difficile que vous puissiez entreprendre, car cela nécessite une vigilance constante. Cela nécessite de remettre en question chaque impulsion et chaque désir pour déterminer s'ils proviennent d'un besoin réel ou simplement d'une habitude conditionnée. Cela nécessite de faire des choix difficiles à plusieurs reprises où vous sacrifiez la gratification à un niveau pour servir un besoin plus profond à un autre. Niveau, cela nécessite de vivre dans une tension inconfortable plutôt que de s'effondrer dans le confort d'une identification complète avec un aspect particulier. La plupart des gens ne tentent jamais ce véritable équilibre parce qu'il est beaucoup plus facile de vivre complètement identifié avec le corps en recherchant les plaisirs et en évitant la douleur, ou de s'échapper dans une spiritualité qui nie le corps et le monde, ou de rester coincé dans l'esprit en analysant tout sans jamais agir, et chacun de ces extrêmes offre un faux sentiment de simplicité où vous n'avez pas besoin de naviguer dans la complexité d'être simultanément physique, mental et spirituel. Mais une personne qui choisit la voie du véritable équilibre doit accepter qu'il n'y aura jamais de résolution finale des tensions, que le conflit entre les différents niveaux d'être est structurel et permanent pendant que vous êtes incarné, que la véritable harmonie n'est pas une paix statique, mais une danse dynamique, où vous vous ajustez et vous réajustez constamment à mesure que les circonstances changent et que différents aspects nécessitent une attention variable à différents moments. La première vérité brutale que Blavatsky a proposée à propos de l'équilibre est que vous devez commencer par reconnaître honnêtement l'extrême spécifique dans lequel vous êtes coincé en ce moment. Quel aspect de votre être vous insistez trop en négligeant les autres, et que tant que vous n'aurez pas vu clairement votre déséquilibre particulier, vous ne pourrez pas commencer à le corriger, parce que vous fonctionnerez à partir d'un angle mort. Il y a ceux qui vivent presque entièrement dans le corps, dont toute la vie tourne autour de la satisfaction des désirs physiques, de l'accumulation du confort matériel, de l'évitement de tout inconfort physique, et qui n'ont jamais développé de capacité mentale ou spirituelle significative, car toute leur énergie est consacrée à la satisfaction corporelle. Ils souffrent énormément lorsque leur corps vieillit inévitablement et tombe malade, parce que toute leur identité repose sur un véhicule qui se détériore. Ils deviennent désespérés en essayant de maintenir leur jeunesse et leur vigueur par des moyens de plus en plus extrêmes. Ils ne trouvent jamais de réelle satisfaction car les désirs physiques sont insatiables par nature. Il y a ceux à l'extrême opposé qui rejettent complètement le corps comme une prison honteuse, qui niquent les besoins physiques par une ascèse sévère, qui croient que la véritable spiritualité exige la mortification de la chair et l'élimination de tout plaisir, et qui créent des souffrances massives par la répression violente des impulsions naturelles qui finissent par exploser de manière destructrice. Ceux-ci développent des maladies en négligeant systématiquement leur santé, créent des névroses en niant la sexualité et d'autres pulsions normales, tombent souvent dans l'extrême opposé de l'indulgence lorsque le refoulement finit par se briser. Il y a ceux qui sont piégés dans l'esprit, les intellectuels qui analysent tout de manière obsessionnelle, qui vivent dans des concepts plutôt que dans une expérience directe, qui peuvent parler avec éloquence de la spiritualité, mais ne la pratiquent jamais réellement,
qui utilise de la pensée constante pour échapper à la fois aux besoins corporels et à la confrontation avec des dimensions spirituelles qui transcendent l'intellect. Ceux, ils souffrent d'anxiété chronique parce qu'un esprit incontrôlé génère des inquiétudes infinies, de paralysie parce qu'une analyse sans fin empêche l'action, de déconnexion parce qu'ils vivent dans leur tête au lieu d'être présents dans l'expérience réelle. Et Blavatsky a enseigné que la première étape absolument essentielle est une auto-observation brutale où vous identifiez honnêtement votre modèle spécifique sans rationalisation ni justification, où vous admettez pleinement à quel point vous êtes déséquilibré plutôt que de prétendre que vous êtes plus équilibré que vous ne l'êtes réellement. La deuxième clé dévastatrice proposée par Blavatsky est de reconnaître que le corps n'est pas l'ennemi, mais vous non plus, qu'il a des besoins légitimes qui doivent être satisfaits mais qui ne doivent pas dominer complètement la vie, et qu'une relation saine avec le corps nécessite des soins conscients sans identification ni indulgence. Blavatsky a enseigné que le corps est un véhicule temporaire de la conscience immortelle, un instrument nécessaire au travail dans cette incarnation qui doit être maintenu en état de fonctionnement tout comme vous entretenez tout outil sur lequel vous comptez. Mais quelle erreur fondamentale est de confondre outil avec utilisateur, véhicule avec conducteur, temple avec ce que le temple abrite. Lorsque vous prenez soin de votre corps dans la bonne perspective, vous vous nourrissez de manière appropriée, non pas parce que la nourriture est une source de plaisir, mais parce que votre corps a besoin de nutrition pour fonctionner. Vous faites de l'exercice non par vanité, mais pour garder votre véhicule capable d'accomplir les tâches que la conscience exige. Vous vous reposez lorsque cela est nécessaire, non pas par paresse, mais parce que votre corps a besoin de récupération pour fonctionner efficacement. Et il est crucial de développer une discrimination entre les besoins authentiques et les désirs conditionnés, entre ce dont le corps a réellement besoin pour être en bonne santé et ce que l'esprit veut obtenir avec le corps. Le corps a besoin d'une quantité modérée d'aliments nutritifs. L'esprit veut utiliser la nourriture pour le confort émotionnel ou le divertissement. Le corps a besoin de mouvements réguliers. L'esprit veut éviter l'inconfort dû à l'effort physique ou utiliser l'exercice à des fins de compétition et de validation. Le corps a besoin de repos adéquat. L'esprit veut soit dormir excessivement pour s'évader, soit dormir peu pour en faire plus. Le corps a des pulsions sexuelles naturelles. L'esprit les déforme en obsession ou les réprime en honte. Et Blavatsky a averti que la plupart des gens ne développent jamais cette discrimination. Ils suivent simplement leurs impulsions sans aucun doute, en supposant que toute sensation forte provenant du corps est un besoin qui doit être satisfait, alors qu'en réalité, de nombreuses impulsions plus fortes sont des perturbations créées par un conditionnement psychologique plutôt que par de véritables besoins physiques. Elle a enseigné que lorsque vous observez réellement les besoins du corps, sans le filtre des désirs mentaux, vous découvrez qu'ils sont étonnamment simples et limités, que le corps fonctionne bien avec un régime relativement basique, composé d'une alimentation nutritive modérée, de mouvements réguliers, d'un repos adéquat et d'une satisfaction occasionnelle des pulsions sexuelles, et que la grande complexité des désirs que vous ressentez vient de l'esprit, qui utilise le corps comme canal pour rechercher des satisfactions qui sont réellement psychologiques ou spirituelles. La troisième révélation fondamentale apportée par Blavatsky concerne l'esprit, qui est à la fois le plus grand allié et le plus grand obstacle selon que vous le dominez ou qu'il vous domine, qu'un esprit incontrôlé est une prison qui crée une souffrance infinie, mais qu'un esprit discipliné est un instrument précieux qui permet une navigation intelligente dans la vie et une compréhension des vérités spirituelles. Blavatsky a enseigné que développer le contrôle mental n'est pas un luxe spirituel, mais une nécessité absolue pour tout équilibre réel, car l'esprit incontrôlé sabote constamment tous les autres aspects, crée des désirs artificiels qui perturbent le corps, obscurcit les perceptions spirituelles avec une pensée obsessionnelle, gaspille une énergie énorme à ruminer sur le passé et à s'inquiéter de l'avenir sans jamais être présent. Et elle a été absolument claire sur le fait que le véritable contrôle mental ne vient pas de la lecture sur l'importance du contrôle mental ou de la compréhension intellectuelle de pourquoi il est nécessaire, mais uniquement d'une pratique disciplinée soutenue pendant des années où vous entraînez l'esprit tout comme vous entraînez vos muscles, en développant progressivement la capacité de diriger délibérément l'attention et de la maintenir là où vous choisissez plutôt que d'être emporté par chaque pensée qui apparaît. La méditation telle que Blavatsky l'enseigne n'est pas une relaxation agréable ou une visualisation créatrice, c'est un travail rigoureux consistant à s'asseoir dans une posture spécifique pendant une période de temps déterminée, et simplement à observer l'esprit sans interférer, sans juger, sans essayer de contrôler le flux des pensées, mais aussi sans s'identifier à elle, développant la position d'un témoin qui observe l'activité mentale sans être entraîné par elle.
Et grâce à cette pratique répétée quotidiennement sans exception, peu importe à quel point vous êtes occupé ou démotivé, vous développez progressivement la capacité de créer un espace entre vous en tant que conscience et vos pensées en tant qu'objets observés, de ne pas croire aux automatismes. Uniquement dans chaque pensée qui apparaît, reconnaître que les pensées ne sont que des phénomènes mentaux qui surviennent et disparaissent sans nécessairement représenter la vérité sur la réalité. Mais Blavatsky a également mis en garde contre l'extrême opposé qui consisterait à supprimer complètement la pensée ou à considérer l'esprit comme un ennemi, car l'esprit, lorsqu'il est correctement entraîné et dirigé, est indispensable au fonctionnement dans le monde et à la compréhension des enseignements spirituels qui nécessitent la capacité de raisonnement abstrait. Un bon équilibre consiste à développer la capacité d'utiliser l'esprit lorsque cela est nécessaire pour des tâches spécifiques, puis de l'éteindre lorsque le travail est terminé, de penser clairement et de manière ciblée lorsque la réflexion était nécessaire, et de rester mentalement silencieux lorsque ce n'est pas le cas, d'être le maître de l'esprit plutôt qu'un esclave. La quatrième clé cruciale proposée par Blavatsky est de comprendre que l'esprit n'est pas quelque chose que vous devez acquérir par des pratiques spéciales, mais une dimension plus profonde de votre être, qui a toujours été obscurcie par l'identification au corps et à l'esprit, et que le développement spirituel est la suppression des obscurcissements plutôt que l'ajout de quelque chose de nouveau. Blavatsky a enseigné que l'esprit est une pure conscience qui témoigne à la fois du corps et de l'esprit sans être identique à l'un ou l'autre. C'est un aspect divin qui vous connecte à une source universelle. C'est ce que vous êtes vraiment dans l'essence la plus profonde au-delà de toutes les identités temporaires. Et il est crucial pour équilibrer la reconnaissance de la suprématie de l'esprit sans nier la réalité de l'incarnation, en établissant une hiérarchie appropriée où l'esprit est le roi qui détermine la direction générale de la vie, l'esprit est le ministre qui planifie et exécute, et le corps est le serviteur qui obéit, non par tyrannie mais par reconnaissance naturelle, que l'esprit a une perspective plus claire parce qu'il n'est pas piégé dans les limitations du corps ou les distorsions de l'esprit. Et cette hiérarchie appropriée n'est pas imposée par la volonté, mais émerge naturellement lorsque vous observez les résultats. Les actions basées sur des impulsions purement corporelles conduisent à des satisfactions temporaires suivies de vide. Les actions basées sur des pensées non examinées créent souvent des problèmes plus vastes qu'elles résolvent, mais les actions qui découlent d'insights plus profonds, qui surviennent lorsque l'esprit devient silencieux, et que vous écoutez la voix, intérieure plus subtile, ont tendance à s'aligner sur ce qui compte vraiment et à produire des résultats plus satisfaisants à long terme. Blavatsky a averti que la culture moderne est complètement à l'envers, plaçant la gratification corporelle comme objectif principal, utilisant l'esprit uniquement pour rationaliser ce que le corps veut, et ignorant complètement l'esprit, sauf peut-être dans les moments de crise où une personne cherche soudainement quelque chose de plus profond. Et inverser ce renversement, en utilisant l'esprit comme guide tout en honorant les besoins légitimes du corps et de l'esprit, est un travail de toute une vie, car la tendance à régresser vers d'anciens schémas où dominent les niveaux inférieurs est constante et nécessite une vigilance perpétuelle. La cinquième révélation dévastatrice apportée par Blavatsky est que les tensions entre les différents niveaux ne sont jamais complètement résolues pendant l'incarnation, qu'une partie de l'expérience humaine consiste à naviguer dans des conflits permanents entre ce que le corps veut et ce à quoi l'esprit aspire, entre la sécurité recherchée par l'esprit et le risque qu'exige la croissance, et que l'équilibre ne consiste pas à éliminer les tensions, mais à apprendre à vivre consciemment en leur sein. Le corps aura toujours des pulsions de plaisir et évitera la douleur car c'est la nature des organismes biologiques programmés pour la survie. L'esprit générera toujours des pensées et des inquiétudes parce que c'est sa fonction. L'esprit appellera toujours à la transcendance qui menace le confort désiré par le corps et l'esprit. Et vous ne pouvez pas faire disparaître ces tensions grâce à des techniques ou des pratiques. Vous pouvez seulement développer la capacité de ne pas être complètement identifié à une voix individuelle, d'entendre les trois, et de prendre des décisions conscientes depuis un endroit plus profond que n'importe lequel d'entre eux. Lorsque le corps est fatigué, mais qu'un travail important doit être accompli, vous choisissez consciemment d'aller au-delà du confort immédiat, en servant un plus grand engagement. Lorsque l'esprit veut ruminer un problème, mais que vous reconnaissez que réfléchir davantage ne vous aidera pas, vous dirigez délibérément votre attention vers autre chose. Lorsque l'esprit vous incite à agir, mais que les circonstances physiques ne le permettent pas encore, vous maintenez votre inspiration sans frustration destructrice, tout en travaillant patiemment vers la manifestation. Et Blavatsky a enseigné que rester centré au milieu de ces tensions nécessite la pratique quotidienne d'une certaine forme de centrage, où l'on se reconnecte à une conscience plus profonde, qui n'est définie par aucun aspect en conflit,
où l'on se souvient de qui on est vraiment au-delà du corps qui veut du réconfort, de l'esprit qui veut de la sécurité, ou même de l'esprit qui veut la transcendance. Il y a une conscience qui observe tout cela, qui peut être témoin de toutes les impulsions et aspirations sans être complètement identifié à qui que ce soit, et plus vous vous entraînez à revenir à cette position de témoin, plus vous vous entraînez à revenir à cette position de témoin. Il devient plus facile de gérer les conflits sans se laisser déchirer par eux. La 6e clé fondamentale proposée par Blavatsky est de reconnaître le rôle essentiel de la respiration en tant que pont littéral entre le corps et l'esprit. Un processus à la fois automatique et volontaire, physique et subtil, et que la respiration consciente est l'un des outils les plus puissants pour rééquilibrer lorsque vous vous sentez déséquilibré dans un sens ou dans l'autre. Blavatsky a enseigné que la respiration n'est pas seulement l'échange mécanique d'oxygène et de dioxyde de carbone, mais l'absorption du prana ou de la force vitale qui soutient non seulement le corps physique mais aussi les corps plus subtils, et que la qualité de la respiration affecte profondément tous les niveaux de l'être. Lorsque vous êtes trop perdu dans vos pensées, attirez consciemment votre attention sur votre respiration physique, vous ramène à votre corps et au moment présent. Lorsque vous êtes trop dans le corps, dominé par les sensations et les impulsions, vous concentrez sur l'aspect subtil de la respiration, vous élève vers une conscience plus raffinée. Lorsque vous êtes émotionnellement ou mentalement agité, une respiration lente et profonde calme votre système nerveux et par conséquent votre esprit. Lorsque vous êtes léthargique ou déprimé, une respiration plus vigoureuse dynamise le corps et clarifie l'esprit. Et Blavatsky a recommandé la pratique simple mais profonde d'observer la respiration naturelle sans essayer de la contrôler comme méthode de développement de la présence et du témoignage détaché, en suivant simplement l'inspiration et l'expiration avec une attention complète, en remarquant les sensations physiques de l'air entrant et sortant, en observant les pauses naturelles entre les respirations et chaque fois que l'esprit s'égare, en ramenant doucement son attention sur la respiration. Grâce à cette pratique apparemment simple, vous développez la capacité d'être présent qui est la base de tout équilibre réel, car lorsque vous êtes présent, vous pouvez voir clairement ce qui se passe à chaque niveau et réagir de manière appropriée au lieu de réagir automatiquement à partir de schémas conditionnés. La 7e révélation cruciale apportée par Blavatsky est que les émotions ne sont ni purement physiques, ni purement mentales, mais servent d'intermédiaire comme canal par lequel le corps et l'esprit s'expriment, et que le travail conscient avec la nature émotionnelle est absolument essentiel pour l'équilibre, car les émotions non travaillées sabotent constamment à la fois la santé physique, la clarté mentale et l'ouverture spirituelle. Blavatsky a enseigné que les émotions proviennent du corps astral ou kama, un véhicule de désir qui se situe entre le physique dense et le mental, et qui peut être influencé par les deux, et, à son tour, influence les deux. Lorsque vous êtes identifié principalement au corps, les émotions sont au service des impulsions physiques. Vous ressentez une colère intense lorsque vous êtes physiquement frustré, la peur de perdre les plaisirs corporels, un désir ardent de gratification. Lorsque vous développez votre esprit, les émotions peuvent être affinées en servant des aspirations plus élevées. Vous ressentez de l'enthousiasme pour les idées, du respect pour les vérités profondes, de la compassion pour la souffrance des autres. Et travailler avec les émotions, ce n'est pas les réprimer par la volonté, parce que la répression crée une pression qui finit par exploser, ni exprimer chaque émotion de manière impulsive, parce que cela renforce les schémas réactifs. Mais observer consciemment les émotions sans identification complète, reconnaître l'énergie émotionnelle sans être emporté par elle, lui permettre de surgir et de passer naturellement tout en apprenant ce qu'elle a provoqué. Lorsque la colère surgit, vous ne l'exprimez pas de manière destructrice en attaquant les autres, ou ne la réprimez pas en prétendant qu'elle n'existe pas. Vous observez l'énergie de la colère dans le corps, remarquez les pensées qui l'accompagnent, reconnaissez ce qui l'a provoqué, apprenez une leçon s'il y en a une, et laissez-la passer sans créer de karma supplémentaire par une action impulsive ou des dommages aux relations. Lorsque la tristesse apparaît, vous lui permettez de se sentir pleinement sans dramatisation ni déni, reconnaissez la perte ou la déception qu'elle a causée, traitez-la par le biais de sentiments plutôt que d'y penser, et lui permettez progressivement de se transformer naturellement. Et Blavatsky a enseigné que cultiver délibérément des émotions positives telles que la gratitude, la compassion, le respect, l'amour impersonnel, est un élément essentiel de la purification de la nature émotionnelle d'une personne, car ces émotions exacerbées remplacent progressivement les schémas émotionnels négatifs, non pas en réprimant les négatifs, mais en accordant plus d'attention et d'énergie aux positifs, jusqu'à ce qu'ils deviennent plus forts. La 8e clé dévastatrice proposée par Blavatsky est de reconnaître qu'on ne peut pas atteindre l'équilibre en vivant complètement hors d'alignement avec les rythmes naturels, qu'essayer d'imposer des horaires artificiels à un corps qui a évolué avec les cycles et les saisons du soleil et de la lune,
crée inévitablement un déséquilibre, quelle que soit votre discipline dans d'autres domaines. Blavatsky a enseigné que le corps possède une horloge interne synchronisée avec les rythmes cosmiques, qu'il existe des moments appropriés pour l'activité et des moments de repos, des moments pour l'engagement externe et des moments pour la retraite interne, et que la violation systématique de ces rythmes est l'une des principales causes du déséquilibre épidémique dans la culture moderne. Culture. La modernité exige une productivité constante indépendante des rythmes naturels, une disponibilité perpétuelle grâce à la technologie, une activité mentale incessante même lorsque le corps a besoin de repos, et le résultat est que des millions de personnes vivent dans un profond déséquilibre se manifestant par de l'insomnie, de la fatigue chronique, de l'anxiété, de la dépression et des maladies liées au stress. Blavatsky a averti qu'une personne sérieuse au sujet de l'équilibre doit trouver des moyens d'honorer les rythmes naturels, même lorsque la culture ne le supporte pas, doit dormir lorsque le corps était fatigué, même si l'horloge indique qu'il est tôt, doit se reposer de son activité mentale lorsque l'esprit est saturé, même si la tâche n'est pas terminée, doit créer des périodes régulières de silence et de retraite interne, même si la société valorise la connexion constante. Et elle a enseigné que les femmes en particulier devraient respecter les cycles menstruels qui créent des fluctuations naturelles d'énergie et de concentration, et qu'essayer de maintenir une productivité constante, tout en ignorant ces fluctuations, crée un déséquilibre hormonal et des problèmes de santé. Il est essentiel de développer une sensibilité à vos propres rythmes internes, de remarquer quand l'énergie est élevée et quand elle est faible, quand votre esprit est vif et quand il est brumeux, quand vous avez besoin d'engagement social et quand vous avez besoin de solitude, et de structurer votre vie autant que possible pour honorer ces rythmes plutôt que de les violer constamment. La 9e révélation fondamentale apportée par Blavatsky est que l'équilibre individuel est impossible lorsque vous êtes dans des relations profondément déséquilibrées, que les énergies des personnes avec qui vous passez du temps affectent énormément votre propre équilibre et que parfois le retrait de certaines personnes ou situations était nécessaire non par jugement mais par auto-préservation spirituelle. Blavatsky a enseigné que chaque personne émet des vibrations sur des plans subtils qui affectent tout le monde autour d'elle, que passer du temps avec des personnes qui vivent dans un déséquilibre extrême vous entraîne inévitablement vers un déséquilibre, même si vous essayez consciemment de ne pas être affecté. Quelqu'un qui vit entièrement de gratification physique essaiera constamment de vous attirer dans des indulgences que vous savez être destructrices. Quelqu'un qui vit dans un esprit critique et critique vous infectera avec une négativité épuisante en énergie. Quelqu'un qui utilise la spiritualité pour échapper à ses responsabilités pratiques peut vous amener à remettre en question la valeur de s'engager dans le monde. Et tandis que Blavatsky a souligné l'importance de la compassion et du service, elle a également été très claire sur le fait que vous ne pouvez pas aider efficacement les autres si vous êtes vous-même déséquilibré, que parfois la distance par rapport aux relations toxiques était nécessaire jusqu'à ce que vous développiez suffisamment de force intérieure pour maintenir votre propre centre indépendant des influences extérieures. Et il est crucial de faire la distinction entre la véritable compassion qui vient d'un lieu de force et implique de fixer des limites saines, et la codépendance qui vient d'un lieu de faiblesse et permet aux autres de drainer votre énergie à travers un drame perpétuel. Les relations équilibrées sont celles où les deux personnes soutiennent une croissance mutuelle, où il existe une véritable réciprocité de concessions mutuelles, où vous pouvez être authentique sans crainte de jugement, mais où vous êtes également mis au défi lorsque vous tombez dans l'auto-illusion. Et Blavatsky a enseigné que la qualité compte infiniment plus que la quantité, que quelques relations authentiques avec des personnes également engagées dans l'équilibre et la croissance valent plus que de nombreuses relations superficielles avec des personnes qui ne font que drainer de l'énergie sans apporter quoi que ce soit de valeur réelle. La 10e clé cruciale proposée par Blavatsky est de reconnaître qu'un véritable équilibre est impossible sans un objectif transcendant qui va au-delà de la gratification du moi séparé, et que lorsque la vie est centrée uniquement sur la satisfaction des besoins personnels, il n'existe aucun contexte permettant d'harmoniser les exigences contradictoires du corps, de l'esprit et de l'esprit. Blavatsky a enseigné que lorsque vous vivez pour vous-même exclusivement, différents aspects de l'être tirent dans des directions irréconciliables. Le corps veut du plaisir, l'esprit veut la sécurité, l'esprit veut la transcendance, et il n'y a aucun moyen de satisfaire les trois simultanément d'un point de vue purement égoïste. Mais lorsque vous vous consacrez à quelque chose de plus grand que vos préoccupations personnelles, cet objectif transcendant fournit un principe organisateur autour duquel tous les aspects peuvent fonctionner harmonieusement, car ils servent tous un objectif commun. On peut prendre soin du corps non pas parce que vous êtes vaniteux, mais parce qu'il a besoin d'un véhicule sain pour atteindre un objectif plus important.
L'esprit peut être développé non pas pour la satisfaction intellectuelle, mais parce que des capacités mentales raffinées sont nécessaires pour comprendre et manifester le travail pour lequel vous êtes ici. L'esprit peut être nourri parce qu'il est une source d'inspiration et d'orientation pour une vie dédiée à quelque chose au-delà de l'ego. Et Blavatsky a enseigné que ce but transcendant n'est pas inventé arbitrairement mais découvert grâce à une enquête approfondie sur ce qui compte vraiment pour vous, au-delà de l'approbation sociale ou de la réussite matérielle, sur ce que vous valorisez lorsque vous êtes en vie. Cela supprime toute considération de ce que les autres penseront, de ce qui vous appelle d'un endroit plus profond que la personnalité conditionnée. Pour certains, il s'agit de servir l'humanité à travers un travail spécifique. Pour d'autres, de créer de la beauté ou de la vérité. Pour d'autres, d'aider les êtres vivants à moins souffrir. Pour d'autres, il s'agit simplement de s'éveiller à la vraie nature de la conscience et d'aider les autres à s'éveiller. Les spécificités varient, mais le principe est le même. Une vie centrée sur un but transcendant crée un contexte où l'équilibre devient possible, parce qu'il existe des raisons impérieuses de faire les sacrifices qu'exige l'équilibre, de discipliner le corps quand il a besoin d'indulgence, de calmer l'esprit quand il veut ruminer, de suivre l'inspiration spirituelle quand il a besoin d'inconfort. Le corps, l'esprit et l'esprit peuvent vivre en union parfaite, non pas grâce à des techniques agréables ou des affirmations positives, mais grâce à un travail dur et soutenu d'auto-observation brutale, une discrimination constante entre les besoins authentiques et les désirs conditionnés, le développement du contrôle mental par une pratique disciplinée, l'établissement d'une hiérarchie appropriée, où l'esprit guide, un travail conscient avec les émotions, le respect des rythmes naturels, un choix minutieux des relations et des environnements, et un dévouement à un objectif transcendant. C'est le chemin qu'a proposé Blavatsky, non pas comme un idéal abstrait, mais comme une pratique vécue qui se transforme lorsqu'on s'y consacre pleinement, malgré les difficultés et les inconforts qui surgissent inévitablement. La 11e révélation dévastatrice apportée par Blavatsky est que les signes de déséquilibre sont toujours évidents si vous y prêtez attention, que le corps, l'esprit et l'esprit communiquent constamment à travers des symptômes que la plupart ignorent jusqu'à ce qu'ils se transforment en crise, et que développer une sensibilité pour reconnaître tôt un déséquilibre permet de petites corrections plutôt que d'attendre que des interventions drastiques soient nécessaires. Lorsque vous êtes trop dans le corps en négligeant l'esprit et l'esprit, des signes apparaissent comme une léthargie même avec un sommeil suffisant, une obsession du confort physique, une irritation intense lorsque de petits inconforts surviennent, une sensation de vide qu'aucune gratification physique ne comble, une perte d'intérêt pour les idées ou des problèmes plus profonds. Lorsque l'on est trop concentré sur son esprit, en négligeant son corps et son esprit, des signes apparaissent tels qu'une tension chronique au niveau des épaules et de la mâchoire, de l'insomnie malgré la fatigue physique, une incapacité à arrêter le flux de ses pensées même lorsque l'on souhaite se détendre, une anxiété face à des choses qui ne se sont pas encore produites, un sentiment d'être déconnecté des sensations physiques et des émotions. Lorsque vous essayez d'être trop spirituel, tout en négligeant le corps et l'esprit, des signes apparaissent comme une dissociation malsaine de la réalité pratique, une incapacité à faire face aux responsabilités du monde, un jugement des autres comme trop matériel, une utilisation des pratiques spirituelles comme évasion plutôt que comme intégration. Et Blavatsky a enseigné qu'une personne véritablement engagée dans l'équilibre développe une pratique de contrôle régulier, peut-être à la fin de chaque journée ou chaque semaine, où elle évalue honnêtement où elle en est par rapport à chaque niveau. Le corps est-il soigné de manière appropriée ou négligé ou surestimé ? L'esprit est-il utilisé efficacement ou domine-t-il par une pensée obsessionnelle ou est-il négligé par paresse mentale ? L'esprit est-il nourri par la pratique et l'aspiration, ou est-il ignoré au profit des préoccupations du monde, ou utilisé comme une évasion? Et sur la base d'une évaluation honnête, effectuer des ajustements conscients avant que de petits déséquilibres ne deviennent extrêmes. La 12e clé fondamentale proposée par Blavatsky est de comprendre que les crises sont souvent des messages de l'âme, lorsque vous ignorez trop longtemps des signes subtils, que la maladie, la perte ou l'échec peuvent être des appels déguisés au réveil, vous obligeant à vous arrêter et à réévaluer votre façon de vivre. Blavatsky a enseigné que l'âme a une sagesse plus profonde que la personnalité et crée parfois des situations que la personnalité vit comme des désastres, mais qui sont en réalité des opportunités de changement nécessaires que vous ne feriez jamais volontairement lorsque vous êtes à l'aise. Lorsque votre corps tombe malade et vous oblige à arrêter complètement, cela peut être le signe que vous ignoriez vos besoins physiques ou que vous viviez sous un stress insoutenable et que vous deviez changer fondamentalement votre façon de vivre. Lorsque vous perdez un emploi que vous détestiez, mais que vous avez conservé pour des raisons de sécurité, cela peut être l'impulsion dont vous aviez besoin pour enfin chercher un emploi plus conforme à vos valeurs.
Lorsqu'une relation qui vous gardait petit se termine, elle peut laisser la place à une croissance qui était impossible lorsque vous étiez piégé dans une dynamique destructrice, et il est crucial de ne pas gaspiller la crise en s'apitoyant sur soi, en se culpabilisant ou en cherchant désespérément qui blâmer, mais en l'utilisant comme un point de choix conscient sur la façon dont vous souhaitez vivre différemment lorsqu'elle apparaît. Blavatsky a averti que lorsqu'une crise passe, la plupart des gens reviennent simplement au même schéma qui ont créé la crise, après avoir complètement gâché leur opportunité. L'opportunité d'une véritable transformation, mais que ceux qui utilisent la crise comme catalyseur d'un changement profond en ressortent plus forts et plus équilibrés qu'ils ne l'étaient auparavant. Et elle a enseigné qu'il n'est pas nécessaire d'attendre les crises pour apporter des changements, que l'attention portée aux signaux subtils permet d'apporter des corrections avant qu'ils ne deviennent des urgences, mais que si vous ignorez systématiquement les murmures, l'univers finit par crier d'une manière qui ne peut être ignorée. La 13e révélation cruciale apportée par Blavatsky est que le véritable équilibre nécessite une honnêteté brutale à propos des schémas destructeurs que vous entretenez souvent pendant des années sans le reconnaître, et que même si vous nommez spécifiquement ce que vous faites de mal, vous ne pouvez pas le corriger parce que vous opérez à partir du déni. Il y a des gens qui se targuent secrètement de négliger leur corps, comme si cela prouvait qu'ils sont spirituels, qui utilisent l'ascétisme comme masque pour cacher leur haine du corps ou leur peur du plaisir. Il y a des gens qui utilisent le développement mental comme excuse pour ne jamais ressentir d'émotions ou pour ne jamais se connecter véritablement avec les autres. Il y a des gens qui utilisent que les activités spirituelles pour échapper aux responsabilités pratiques auxquelles ils devraient faire face. Il y a des gens qui disent vouloir l'équilibre, mais préfèrent secrètement le drame du déséquilibre parce que cela leur est familier et donne un sentiment d'identité. Et Blavatsky a enseigné qu'une auto-observation honnête nécessite d'examiner les motivations cachées derrière les comportements que vous rationalisez de manière appropriée, d'admettre des vérités inconfortables sur les raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites, de reconnaître les gains secondaires que vous tirez de schémas que vous souhaitez officiellement changer. Lorsque vous dites que vous voulez méditer mais que vous ne trouvez jamais le temps, la vérité est peut-être que vous avez peur de ce que vous découvrirez en silence. Lorsque vous dites que vous voulez mieux prendre soin de votre corps, mais que vous continuez à mal manger, la vérité est peut-être que vous utilisez la nourriture pour un confort émotionnel que vous ne savez pas obtenir autrement. Lorsque vous dites que vous voulez vous développer spirituellement, mais que vous passez tout votre temps dans des distractions, la vérité est peut-être que vous avez peur des changements qu'exigerait un véritable développement. Et même si vous admettez ces vérités sans défense, sans rationalisation, sans blâmer les circonstances extérieures, vous restez piégé dans des schémas parce que vous combattez un ennemi dont vous ne reconnaissez pas l'existence. La 14e clé dévastatrice proposée par Blavatsky est de reconnaître qu'on ne peut pas maintenir l'équilibre seul indéfiniment, que les humains sont des êtres sociaux et spirituels qui ont besoin de refléter les autres qui travaillent également, et que trouver ou créer une communauté de personnes engagées dans un véritable équilibre est une partie essentielle d'une pratique durable. Blavatsky a fondé la Société théosophique précisément pour créer une telle communauté où les personnes partageant des valeurs peuvent se réunir, étudier ensemble, pratiquer ensemble, soutenir une croissance mutuelle, se rappeler ce qui compte vraiment lorsque les pressions de la vie quotidienne menacent de nous faire oublier. Elle a enseigné que lorsqu'on est entouré uniquement de personnes vivant dans un déséquilibre complet, qui ne s'intéressent pas au développement interne, qui ridiculisent les aspirations plus profondes, il est extrêmement difficile de maintenir des pratiques et des valeurs qui vont à l'encontre de la culture dominante. Mais lorsque vous avez ne serait-ce qu'une petite communauté de personnes partageant un engagement sérieux, cela crée un champ qui soutient tout le monde en son sein, facilite le maintien de disciplines que vous abandonneriez tout seul, offre un retour honnête sur les angles morts que vous ne voyez pas en vous-même. Il est crucial de faire la distinction entre une véritable communauté basée sur des valeurs partagées et une croissance mutuelle, et des groupes simplement sociaux ou qui créent une dépendance malsaine où les membres délèguent la responsabilité de leur propre développement à un leader charismatique. Une communauté authentique encourage l'autonomie de chaque membre tout en offrant un soutien, vous met au défi lorsque vous vous trompez tout en vous acceptant lorsque vous échouez, célèbre les véritables succès sans alimenter l'inflation de l'ego. La 15e révélation fondamentale apportée par Blavatsky est que l'équilibre nécessite de faire à plusieurs reprises des choix difficiles où l'on sacrifie la gratification à un niveau pour servir un besoin plus profond à un autre, et qu'il est absolument essentiel de développer la volonté de faire ces choix contre la résistance des schémas habituels. Lorsque votre corps veut dormir davantage, mais que vous savez que vous avez besoin de méditer, vous choisissez consciemment la discipline spirituelle plutôt que le confort physique. Lorsque votre esprit veut continuer à travailler, mais que votre corps est épuisé,
vous choisissez consciemment de vous reposer malgré l'anxiété mentale liée aux tâches incomplètes. Lorsque l'esprit vous inspire une action qui nécessite des risques mais que l'esprit veut la sécurité, vous choisissez consciemment de suivre l'inspiration malgré la peur. Et ces choix difficiles ne deviennent jamais faciles ou automatiques. Chaque fois qu'il faut un effort conscient pour aller à l'encontre de la gravitation naturelle vers des schémas familiers, même lorsqu'ils sont destructeurs. Blavatsky a enseigné que le développement de la volonté ne vient pas de l'accomplissement occasionnel de grands gestes dramatiques, mais de l'accomplissement de petits. Dans des choix difficiles, jour après jour, chaque fois que vous choisissez contre le schéma habituel, vous renforcez votre volonté, ce qui rend le choix suivant légèrement plus facile. Et elle a averti que beaucoup de gens confondent la volonté avec la répression violente, essayant de forcer le changement par un effort brutal qui se brise inévitablement, mais que la véritable volonté est plus subtile, et la capacité de maintenir la direction choisie avec une fermeté douce plutôt que par la force brutale est une persévérance patiente plutôt qu'une intensité fanatique. La 16e clé cruciale proposée par Blavatsky est de comprendre que l'équilibre n'est pas une répartition égale de l'attention entre le corps, l'esprit et l'esprit, mais une hiérarchie appropriée où l'esprit a la primauté, l'esprit sert l'esprit et le corps sert les deux. Et cette confusion à ce sujet crée beaucoup de souffrances inutiles. Blavatsky a été absolument clair sur le fait que l'esprit est roi, non pas dans le sens d'un tyran qui nie les autres niveaux, mais dans le sens d'une vision plus claire et d'une perspective plus large qui devrait guider les décisions générales sur l'orientation de la vie. L'esprit est un ministre compétent qui planifie et exécute ce qu'il détermine, en utilisant ses capacités intellectuelles pour manifester les inspirations spirituelles dans la réalité pratique. Le corps est un serviteur fidèle qui obéit lorsqu'on en prend soin correctement, fournissant ainsi le véhicule à travers lequel la conscience opère dans le monde physique. Et lorsque cette hiérarchie est respectée, il y a une harmonie naturelle, mais lorsqu'elle est inversée, il y a le chaos. Lorsque le corps règne, vous vivez comme un animal sophistiqué chassant les plaisirs et évitant la douleur sans but plus grand. Lorsque l'esprit règne, vous vivez en analyse perpétuelle sans jamais agir, ni vous connecter avec des dimensions plus profondes. Lorsque l'esprit essaie de gouverner en ignorant complètement les réalités du corps et de l'esprit, vous développez une dissociation malsaine. Un véritable équilibre honore les 3 niveaux en donnant à chacun ce dont il a besoin, tout en maintenant un ordre approprié où l'esprit détermine les valeurs et la direction générale, l'esprit se traduit en plan pratique et le corps s'exécute par l'action physique. La 17e révélation dévastatrice apportée par Blavatsky est que le processus d'atteinte de l'équilibre est un processus qui dure toute une vie ou plusieurs vies et qui n'est jamais terminé, qu'il n'y a aucun moment où vous pouvez déclarer le travail accompli et vous détendre dans un équilibre permanent, car l'équilibre n'est pas un état, mais un processus de rééquilibrage constant à mesure que les circonstances changent. Blavatsky a mis en garde contre l'espoir d'atteindre rapidement un équilibre parfait et de le maintenir ensuite sans effort, car cette attente mène inévitablement à la déception lorsque l'on découvre qu'il faut continuer à faire des efforts conscients, même après des années de pratique. Mais elle a également enseigné que même si le travail n'était jamais terminé, il devient progressivement plus facile à mesure que l'on développe la sensibilité pour reconnaître les déséquilibres tôt et la capacité de les corriger rapidement, à mesure que les schémas destructeurs s'affaiblissent, faute d'être entretenus, et que les schémas constructifs se renforcent grâce à une pratique répétée. Une personne qui a pratiqué sérieusement pendant des années n'est pas toujours parfaitement équilibrée, mais retrouve l'équilibre beaucoup plus rapidement lorsqu'elle est déséquilibrée, reconnaît les signes de déséquilibre avant qu'ils ne deviennent extrêmes, apporte des corrections naturellement sans effort dramatique. Et il est crucial d'être patient avec le processus, de ne pas vous juger durement lorsque vous retombez dans d'anciens schémas, et de reconnaître que les revers sont une partie normale du voyage plutôt qu'une preuve d'échec. Blavatsky a enseigné que chaque fois que vous reconnaissez un déséquilibre et travaillez consciemment pour le corriger, vous faites de réels progrès, même si vous avez l'impression de revenir encore et encore au même problème, car chaque cycle développe des capacités plus profondes et une compréhension plus subtile. Le corps, l'esprit et l'esprit peuvent vivre en union parfaite lorsque vous accomplissez le travail nécessaire avec un dévouement total, lorsque vous développez une sensibilité brutale pour reconnaître vos propres schémas de déséquilibre, lorsque vous faites des choix difficiles à plusieurs reprises contre la résistance de vieilles habitudes, lorsque vous maintenez une hiérarchie appropriée où l'esprit vous guide, lorsque vous honorez les besoins légitimes à chaque niveau sans identification, excessive avec qui que ce soit, lorsque vous vivez selon un objectif transcendant qui harmonise les exigences contradictoires. Il s'agit d'un chemin ardu qui nécessite une vigilance perpétuelle et n'offre jamais de repos définitif face à l'effort, mais le résultat est une vie intégrée où vous n'êtes plus déchiré par la guerre interne, où l'énergie circule librement
au lieu d'être gaspillé dans des conflits entre des aspects fragmentés, où vous pouvez vous engager pleinement dans le monde physique, tout en maintenant une connexion avec les dimensions spirituelles, où vous fonctionnez comme un être global plutôt que comme un ensemble de parties déconnectées luttant pour la domination. Blavatsky a proposé des clés précises de cette union parfaite, non pas comme un fantasme réconfortant, mais comme une réalité réalisable grâce à un travail soutenu. Et le choix d'entreprendre ce travail ou de rester dans la fragmentation familiale vous appartient et n'appartient qu'à vous, dans le vôtre.